Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du cas de Deborah Sue Williamson, qui est une histoire qui n'est toujours pas résolue aujourd'hui. Cette affaire s'est déroulée il y a maintenant 46 ans, donc j'espère que celle-ci va vous intriguer et surtout que vous ne la connaissez pas déjà. Puisque c'est une affaire qui n'est toujours pas résolue et qu'il n'y a pas non plus énormément d'informations concernant celle-ci sur internet, cette affaire risque d'être assez courte. Et comme vous le savez, lorsqu'il y a quelques vidéos courtes qui sont sur la chaîne, ça veut dire que d'autres grosses vidéos sont en préparation. Donc sans plus tarder, c'est parti pour l'affaire de Deborah Sue Williamson. Nous sommes l'année 1978, le dimanche 24 août au soir, et Deborah Sue Williamson, une jeune femme âgée de 18 ans, sort dîner avec ses parents. Le repas se déroule à merveille et se termine relativement tôt, aux alentours de 20h30, suite à quoi les parents de Deborah la déposent alors chez elle. En effet, la jeune femme fraîchement mariée depuis à peine 3 mois vit dans une maison avec son mari Doug dans la ville de Lubbock au Texas. Le soir, son mari travaille dans une pizzeria du coin et n'est donc pas au domicile lorsque la jeune femme rentre chez elle après le dîner avec ses parents. Deborah s'installe alors dans son canapé, regarde la télévision en attendant son cher et tendre, puis finit par appeler celui-ci à son travail. Elle l'appelle afin de le prévenir qu'elle souhaiterait lui rendre une petite visite sur son lieu de travail, chose qu'il accepte et donc il l'attend patiemment. Mais étrangement, Deborah ne s'est jamais rendue à la pizzeria. Doug de son côté n'est pas plus inquiet que ça, il se dit que sa femme regarde la télévision et que son émission l'a sûrement trop intrigué pour quitter l'écran des yeux ou simplement que celle-ci s'est endormie. La soirée passe et vers 22h, Doug appelle la maison afin de prendre des nouvelles de sa femme, mais personne ne répond au combiné. Il se dit alors que, effectivement, soit la jeune femme dort, soit elle est allée chez ses parents. Il termine alors son service puis entame les dernières tâches au restaurant pour pouvoir débaucher à 1h du matin. Doug rentre enfin à son domicile, heureux de retrouver son épouse qu'il aime tant, mais à la place de ça, il fait une macabre découverte. En effet, en arrivant à la maison, il tombe nez à nez avec le corps battu de sa femme couchée dans l'abri de voiture. Sa chair et tendre a brutalement été assassinée. Immédiatement, l'homme appelle à l'aide, il appelle les secours, les policiers, crie pour que des voisins puissent l'aider, malgré qu'il soit à l'évidence sous le choc des événements. Lorsque les premiers policiers arrivent sur place, la seule chose que Doug réussit à dire, c'est que sa femme a été violée, pointant alors du bout des doigts la position du corps immobile de Deborah. Le corps sans vie de la jeune femme est allongé sur le dos, dans une mare de sang entre la voiture et un mur. Son pantalon ainsi que ses sous-vêtements ont partiellement été tirés vers le bas et sa blouse a été déboutonnée. Deborah a sauvagement été assassinée. Selon le médecin légiste, la jeune femme a été poignardée 17 fois dans le dos, le torse, les bras, la joue ainsi que son cuir chevelu. Cependant, bien que lorsque son corps a été retrouvé, elle était presque déshabillée, il semblerait qu'elle n'ait pas été agressée sexuellement. Les enquêteurs estiment alors que la jeune femme est morte depuis au moins 3 heures, ce qui signifie qu'elle a été assassinée aux alentours de 22 heures. Le sergent de police déclare aux journalistes dès le lendemain que les blessures de Deborah ont été causées par un couteau ou une arme dans le même type, bien que celle-ci n'ait pas été retrouvée sur les lieux du crime. Les enquêteurs sur les lieux du drame fouillent la maison dans tous les recoins possibles et inimaginables en espérant trouver des indices sur le meurtrier. Ils découvrent que l'une des fenêtres de la cuisine a été brisée depuis l'extérieur puisque du verre brisé se trouve sur le sol à l'intérieur de la maison. Cependant, aucune trace de sang n'est trouvée à l'intérieur du domicile, suggérant alors que Deborah était déjà sortie dans l'abri de voiture avant d'être attaquée.
Selon les enquêteurs, Deborah était sur le point de se rendre à la pizzeria afin de rejoindre son mari lorsque le meurtrier l'a prise au piège. Près de son corps, sur le sol, les agents de police ont retrouvé un livre de mots croisés avec un stylo, les clés de voiture et de la monnaie qui traînait un petit peu par là. Le sac à main de Deborah ayant été volé, la police a alors demandé aux citoyens de garder l'œil ouvert si jamais le meurtrier décide de se débarrasser de ce sac en voulant se faire un petit peu d'argent et par exemple le vendre. Dans ce sac, il y avait d'ailleurs 120 $, c'est peut-être l'une des raisons pour laquelle le meurtrier est parti avec ce sac. Si des mots croisés ont été retrouvés à côté du corps de Deborah, c'est simplement parce qu'elle avait l'habitude, en attendant son mari, de faire ce genre de petits jeux, et sûrement qu'avant de partir, elle avait décidé de les prendre avec elle, peut-être par la suite pour se poser un petit peu tranquillement à l'extérieur en faisant ces mots croisés. Bien que son sac à main ait été volé, le cambriolage n'est pas considéré comme le motif du meurtre, puisque rien d'autre n'a été volé à l'intérieur de la maison, ni même la voiture alors que les clés elles traînaient, le meurtrier aurait très bien pu la prendre, ou encore même les bijoux que pouvait porter Deborah, qui avaient tout de même une certaine valeur. Donc si le meurtrier venait pour se faire un petit butin afin de les revendre et se faire de l'argent, il aurait pensé à prendre les bijoux de Deborah, voler la voiture ou des choses à l'intérieur du domicile, ce qui n'est absolument pas le cas. Dès le lundi suivant, le sergent Hargrave déclare aux journalistes que les enquêteurs font tout leur possible pour résoudre ce terrible meurtre, survenu dans leur petite ville qui d'habitude est vraiment très paisible. Le sergent explique également que les forces de l'ordre ont sondé les habitants du quartier à 2 reprises déjà pour tenter d'avoir des informations supplémentaires, voir si quelqu'un avait vu quelque chose d'inhabituel. Et ils ont eu raison puisque un voisin leur a d'ailleurs rapporté avoir vu une grosse voiture qu'ils ne reconnaissaient pas garée dans l'allée de Deborah quelques heures seulement avant le meurtre. Mais il n'était pas clair si la voiture était liée au crime ou non et il n'y avait finalement pas plus d'indices que ça concernant ce véhicule. Il n'y avait pas eu de voiture étrange dans la région lorsque les parents de Deborah l'ont déposée à 20h30, donc eux-mêmes, de leur côté, ont été dans l'incapacité de déclarer s'ils avaient vu quelque chose d'inhabituel. Doug, son mari, est quant à lui naturellement totalement dévasté par la mort de sa femme avec qui il venait à peine de se marier. Sa profonde tristesse est si pure et sincère que le jeune homme est rapidement exclu en tant que suspect dans cette terrible affaire. Malgré tout, évidemment, les forces de l'ordre lui ont fait un test polygraphique afin de s'assurer que celui-ci ne mentait pas, mais ce n'était vraiment pas le cas. Le test n'a rien révélé. Plusieurs témoins ont d'ailleurs confirmé que le jeune veuf, malheureusement, se trouvait sur son lieu de travail au moment du meurtre. Doug est d'ailleurs le plus possible coopératif avec les forces de l'ordre malgré la douleur qu'il ressent. Selon lui, peu importe qui était le tueur, celui-ci devait sûrement savoir que Deborah était seule le soir et que lui était sur son lieu de travail. D'ailleurs, comme on le dit régulièrement, lorsqu'une personne s'acharne d'une telle sorte sur la personne qu'il ou elle tue, souvent c'est parce que cette personne connaît sa victime. Il est vrai qu'une personne qui tue quelqu'un à la volée ne va pas avoir tendance à s'acharner comme ça sur le corps. Après, évidemment, il y a des exceptions, je vous l'accorde. Mais voilà, dans la majorité des cas, si l'on s'acharne sur la victime, c'est bien souvent parce qu'il y a un attachement émotionnel avec celle-ci. Quoi qu'il en soit, 2 jours après la mort de Deborah, la police reçoit un appel d'un homme qui a trouvé un couteau avec une lame de 20 cm au milieu d'une autoroute de Lubbock, donc la ville où celle-ci a été assassinée, faisant alors penser que pourquoi pas ce couteau avait été lâché par le meurtrier. Le couteau est immédiatement envoyé au laboratoire pour savoir si c'est l'arme du crime ou non, mais malheureusement ce ne fut pas le cas. Dans le même temps, les détectives déclarent également qu'ils ont obtenu des morceaux de peau sous les ongles de Deborah et que ceux-ci ont été envoyés au laboratoire pour y être examinés. Quant aux preuves trouvées sur la scène de crime, eh bien malheureusement, il n'en est rien. Aucune empreinte digitale, aucune trace de pneu, aucun ADN, absolument rien n'est sur place. Le capitaine de police de Lubbock, Wayne Love, déclare aux journalistes qu'il a appris que l'album photo de mariage de Deborah et Doug a mystérieusement disparu de la maison après le crime. Donc encore une fois, ça pourrait éventuellement faire penser que c'est une personne qui connaissait Deborah et pourquoi pas qui était jaloux ou jalouse du mariage entre Doug et Deborah.
C'est tout à fait probable. Le public est alors averti une nouvelle fois afin de vérifier s'il ne trouve pas cet album quelque part. Les semaines s'écoulent et malgré des recherches de la part des forces de l'ordre, l'affaire n'avance absolument pas. Les enquêteurs réalisent une centaine d'entretiens, font passer des tests polygraphiques, mais rien ne les rapproche de près ou même de loin à l'assassin de Deborah Sue Williamson. Un détective finit même par admettre aux journalistes que plus les jours passent et plus les chances de résoudre un jour cette affaire s'amoindrissent. Toutes les pistes étaient en effet épuisées et ils n'avaient toujours aucune idée de qui avait tué la jeune femme. En juillet 1979, les enquêteurs ont fait une nouvelle tentative afin de résoudre ce meurtre. Une organisation à but non lucratif a offert une récompense de 1000 $ pour toute information conduisant à l'arrestation du tueur. Les enquêteurs avaient l'espoir qu'une somme d'argent persuaderait quelqu'un enfin de parler, mais encore une fois, rien ne se passe. Les mois, même les années s'écoulent et l'affaire est toujours au point mort. Le chef de la police de Lubbock, J.T. Haley, a pris sa retraite en 1983 après avoir été chef pendant 25 ans. Il a déclaré aux journalistes que l'un de ses plus gros regrets lors de cette carrière était le fait que le ministère n'avait jamais été en mesure de résoudre le meurtre de Deborah. L'année suivante, en mai 1984, la police a accusé Henry Lee Lucas du meurtre de Deborah, l'homme qui faisait déjà face à des accusations dans des dizaines d'autres affaires à travers les États-Unis. Bien que les détectives aient d'abord cru qu'Henry était effectivement responsable du crime, le tueur en série a finalement admis qu'il avait faussement avoué plus de 600 meurtres. Je vous laisse d'ailleurs aller voir cette affaire si vous ne la connaissez pas, nous l'avons traitée il y a quelques mois juste ici. Donc, si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo après celle-ci, évidemment. Le beau-père de Debbie, Bob Lemons, n'a d'ailleurs jamais cru une seule seconde qu'Henry était responsable du meurtre de Debbie. Au cours de sa confession, Henry Lee Lucas a dit au détective que la maison de Deborah était blanche, mais elle était en réalité de couleur vert-olive. Il a affirmé par la suite qu'il était entré par une porte patio arrière, mais la porte arrière de la maison des Williamson était bloquée par un meuble et ne pouvait pas être utilisée. Il a également affirmé avoir poursuivi la jeune femme dans la maison avant de la violer et de la tuer dans la chambre à coucher, et n'avait d'ailleurs pas été tué à l'intérieur de la maison. Il y avait aussi des preuves montrant qu'Henry était dans le Marineland au moment où elle a été sauvagement assassinée, mais malgré toutes ces incohérences, il a fallu plus d'1 an aux forces de l'ordre pour accepter de revoir la confession d'Henry Lee Lucas. En août 1985, le procureur du district pénal de Lubbock, Jim Bob Darnell, a annoncé qu'il n'y avait pas assez de preuves pour juger Henry Lee Lucas pour le meurtre de Deborah et que les accusations ont finalement été abandonnées. Franchement, il était temps. Les détectives de Lubbock ont annoncé en novembre 1986 qu'ils rouvrent l'enquête sur le meurtre de Deborah qui était toujours au point mort, puisqu'il n'y avait aucune preuve suggérant que Henry avait commis ce crime. Ils ont examiné l'ensemble du dossier, mais ont admis qu'ils n'avaient aucun suspect à l'esprit, et l'affaire est au point mort presque immédiatement une fois que le dossier a été rouvert. En avril 2023, l'identité du tueur de Deborah Sue Williamson demeure un mystère. Le service de police de Lubbock a affecté un nouveau détective à l'affaire en 2021 et la sœur de la défunte, Elizabeth Flatt, espérait que ce détective serait enfin en mesure d'obtenir justice pour Debbie. D'ailleurs, elle ainsi que 2 professionnels sont vraiment à fond dans les recherches et espèrent pouvoir découvrir l'identité de ce meurtrier. En janvier 2022, les preuves de l'affaire ont été renvoyées à un laboratoire privé pour être testées pour trouver un ADN. Si l'ADN est trouvé, le nom du tueur de Deborah pourrait enfin être connu. Mais n'ayant aucune nouvelle aujourd'hui, j'imagine que cet ADN n'a finalement rien donné. 2 des enquêteurs présents sur l'affaire pensent que Deborah connaissait l'assassin. Comme je vous l'avais dit plus tôt, à mon sens, il y a de grandes chances pour que l'assassin connaissait Deborah et qu'ils avaient un certain lien entre eux. Et ils pensent que éventuellement, en 46 ans, l'homme l'aurait dit au moins à une personne ce qu'il a commis ce soir-là. Une page Facebook qui a été créée il y a 1 an concernant cette disparition est active pour suivre l'enquête et je vous la mets d'ailleurs dans la barre de description si jamais certains sont intéressés. De plus, une nouvelle récompense de 15 000 $ au total est ouverte pour toute personne ayant des informations concernant ce meurtre. On espère évidemment qu'un jour cette affaire sera résolue,
ne serait-ce que pour apporter la paix à toute la famille de Déborah, notamment à sa sœur, qui est vraiment très investie dans cette affaire. Malheureusement, il n'y a pas tant de théories concernant cette affaire, et pourtant, je sais que c'est ce que vous adorez, les théories concernant ce genre de cold case. Alors évidemment, il y a la théorie de la personne qui connaissait Déborah et qui potentiellement pouvait être jaloux du mariage entre Doug et Déborah, qui était d'ailleurs un mariage tout frais. Cela ne faisait que 3 mois que le couple venait de se marier, et pourquoi pas une ancienne relation où quelqu'un qui était amoureux de Déborah aurait pu s'en prendre à elle, ou alors même une femme qui était follement amoureuse de Doug aurait pu s'en prendre à elle par jalousie. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme finalement. Il est vrai que Doug et Déborah étaient tous les deux très jeunes, ils avaient 18 ans, ils sortaient à peine du lycée. On ne sait pas vraiment leur historique, si ça faisait longtemps qu'ils étaient ensemble ou non, mais on peut potentiellement se dire qu'ils avaient eu d'autres partenaires avant, même si ce n'étaient que des partenaires de collège, de lycée qui n'ont pas duré longtemps, mais qui sait, des tueurs jeunes, il y en a, et peut-être que une ou un meurtrier s'était fait une fixette sur l'un des deux et que c'est pour cette raison que cette personne aurait assassiné Déborah. Le fait d'ailleurs que l'album photo du mariage de Doug et Déborah a mystérieusement disparu le soir du meurtre peut éventuellement faire penser qu'effectivement ce soit une personne jalouse de ce couple qui s'en soit pris à Déborah. Parce que comme je le rappelle, rien, absolument rien n'a été volé dans la maison alors que cette personne a eu accès à la maison puisqu'elle est rentrée par l'arrière de la cuisine en brisant une vitre. Et donc elle a seulement, quand je dis elle c'est la personne, cette personne a seulement volé l'album de mariage de Doug et Déborah, ainsi que le sac à main, sûrement parce qu'il avait de l'argent. Donc ce qui est certain, c'est que ce n'est pas un crime pour faire un cambriolage, ce n'est pas non plus pour agresser sexuellement Déborah, puisque ça n'a pas été le cas, et puisqu'il y a eu 17 coups de couteau, on peut forcément imaginer que cette personne connaissait Déborah, qu'il y avait un certain affect, et que c'est pour ça que cette personne s'est autant acharnée sur le sort de Déborah. Et de plus d'avoir volé uniquement l'album photo de mariage, alors je ne suis pas du tout un meurtrier, mais si je veux me mettre à la place d'un meurtrier, si je rentre dans une maison pour potentiellement tuer quelqu'un, je ne vais pas du tout voler son album de mariage, je ne trouve aucun intérêt à ça. Après, vouloir, pourquoi pas une photo de sa victime comme un trophée, on a déjà vu ça dans certaines affaires, pourquoi avoir pris tout l'album de mariage? Tu prends juste une photo, et j'imagine, voilà, surtout à l'époque et dans les maisons américaines où il y a des portraits de famille un petit peu partout, tu prends une photo à la volée, mais tu ne vas pas voler carrément l'album photo du mariage de ce couple. Personnellement, je trouve ça vraiment étrange, et à mon sens, la personne connaissait Déborah, et c'est pour ça qu'elle s'est autant acharnée sur elle, et que cette personne a volé en plus de ça l'album photo de mariage. De plus, comme l'a très bien dit Doug, lui, il est persuadé que c'est quelqu'un qui les connaissait, puisque cette personne savait que Déborah était seule ce soir-là, et que Doug était au travail. Alors effectivement, ça peut être simplement le fruit du hasard, mais je pense que c'est un détail tout de même important qu'il faut prendre en compte, et d'ailleurs les personnes qui à présent s'occupent de cette affaire pensent également que cette personne connaissait Déborah, et je suis vraiment de leur avis. Sinon, encore une fois, eh bien, on peut s'imaginer que c'était simplement un crime à la volée, et que, pas de chance, c'est tombé sur Déborah, et qu'elle a vraiment juste pas eu de bol ce soir-là, faut dire ce qui est, mais ça me semble tout de même assez étonnant. Pourquoi être juste rentré dans cette maison pour attaquer une femme, surtout que visiblement cette personne l'aurait poursuivi jusqu'à l'extérieur. J'imagine que en entrant dans la maison, cette personne s'est rendue compte que Déborah était à l'extérieur puisqu'elle avait décidé de partir rejoindre son mari, et donc cette personne est sortie et s'en est pris à Déborah. Enfin, toutes ces choses mises bout à bout me font vraiment penser que c'est une personne qui connaissait celle-ci et qui s'en est pris à elle pour une quelconque raison. Quoi qu'il en soit, j'espère vraiment que l'on pourra un jour retrouver l'assassin de Déborah, ne serait-ce que pour apporter la paix à sa sœur et pourquoi pas à son mari, Doug, si celui-ci est toujours en vie. C'est donc tout pour l'affaire de Deborah Sue Williamson. Je sais que cette affaire est relativement courte, mais malheureusement, il n'y a pas énormément de détails concernant cette affaire, et j'espère que par la suite, on aura d'autres révélations. En tout cas, je suis sur le groupe Facebook et je vous tiendrai au courant si jamais il y a une certaine avancée concernant cette affaire. Je vous mettrai une update dans l'onglet communauté, surtout si un jour on trouve l'assassin de Deborah. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous pensez dans les commentaires concernant cette affaire, si vous pensez que Deborah connaissait ou non son assassin, ou c'était
simplement le fruit du hasard et aussi vraiment elle n'a pas eu de chance ce soir-là. En tout cas, je suis vraiment intrigué de savoir ce que vous pensez concernant celle-ci. Et comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner juste en dessous, à activer la petite cloche de notification juste en dessous parce qu'on est là 4 fois par semaine. Je me répète, je sais, mais il y a toujours des nouvelles personnes sur cette chaîne. D'ailleurs, encore une fois, merci à vous. Donc, je préfère le répéter, sait-on jamais. Et sur ces belles paroles, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!